La folie. La folie tisse une trame dont les reflets changeants illuminent et perdent l'esprit. Elle fait de si beaux recoupements d'accalmie et de variété dans les multiples atteintes qui transforment la matière que tout devient finalement imprévisible. Sur le registre des formes, elle organise l'insaisissable, colorant de bleu l'objet de notre attention avant de tourner sa lanterne multicolore pour nous la montrer jaune, sans changer la couleur de notre logique. Avec 2 ou 3 règles différentes pour le même jeu, câline autant que féroce ou absente à dessein, la folie déroule un fil impraticable. Être équivoque, c'est être fou. Être univoque, c'est être con. Si on retire la folie des possibilités d'entendement et de réflexion et de vision, on ne peut pas aller loin. Parce que ici, d'abord, il n'est pas question de folie pathologique, hein. Il est question de l'autre folie. Celle qui est capable, avec laquelle, du moins, on peut avoir les 2 versions d'une même chose. C'est-à-dire pouvoir se dire que c'est vrai en même temps que faux. Ce qui veut dire, en raccourci, que ce qui est toujours, moi je pense, très nécessaire, c'est de retourner vers soi et de se dire « est-ce que j'ai raison ?» Pouvoir se dire ça, c'est-à-dire amener un doute tout en gardant la conviction. Vous voyez, c'est très complexe. C'est un sentiment qui doit nous rester tout le temps. Parce que celui qui est univoque est un con. Est un con parce qu'il ne peut rien comprendre. C'est l'équivoque qui, lui, embrasse toutes les possibilités. Mais embrasser toutes les possibilités, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un choix personnel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Absolument, absolument. C'est vers l'un de mes... Alors, ça, est-ce là votre présentation de vous-même? Ben parce que je suis comme ça. J'espère bien ne pas être con. Si je prends la peinture qui, en fait, n'est pas du tout une histoire de pinceau, c'est pas une histoire de tout ce qu'on peut amener, des modes et toutes sortes de choses. La peinture, c'est d'abord l'œil. Ça concerne la vue, principalement. Et c'est donc une vision du monde. C'est une vision du monde au départ, et ce qui construit la ligne qu'on suit, c'est la ligne de vie. La ligne de vie, c'est-à-dire tout l'enrichissement qu'on peut gagner à travers son propre parcours. Et c'est un parcours chargé, riche, de connaissances, d'impressions, de convictions, si on veut, qui fait qu'en fin de compte, on a des choses à dire qui sont de plus en plus complètes, de plus en plus nettoyées, de plus en plus, qui représentent de plus en plus une certaine vérité qui est la sienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde n'est plus une réalité, c'est un spectacle. On voit le monde comme si on était au théâtre. C'est-à-dire que pour ça, il faut effectivement beaucoup de recul. Mais le théâtre, c'est la peinture. Si on revient justement à nos visiteurs, à nous, ceux qu'on sait qui
seront là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur votre peinture ou la peinture en général? On dit, vous êtes le Bosch français. Bon, ben ça dit, vous savez, Bosch en lui-même contient toute l'explication. Ils ont envie d'entendre M. Verlaine parler aussi de peinture. Ah, ben bien sûr. Je vais dire une chose très simple, c'est qu'à notre époque et dans notre pays, enfin en France, il n'y en a plus. La peinture n'existe plus. Certains ont quand même du talent, d'autres en ont moins, enfin un peu de tout, c'est un mélange de gens qui le font quand même, mais qui ne sont pas du tout considérés. Et on préfère, à chaque fois qu'il y a une entreprise ou une idée, officielle, on voit ce que c'est toujours l'art contemporain, regardez les statues sur les places, partout. Si on parlait du triptyque, votre fameux triptyque. Le triptyque, oh, oui. Que c'est quand même une œuvre importante. Le temps, c'est un thème, quoi. C'est un thème très vaste, qui comprend tout, qui comprend le monde, qui comprend l'existence, qui occupe totalement la conscience. Enfin, c'est quelque chose d'énorme, le temps. Il y a beaucoup de façons de prendre ce sujet, enfin ce thème. Moi, j'ai pris, disons, pour faire court, le chemin de la vie. D'un côté, j'avais venant d'un orifice, la naissance, qui traverse la vie. Alors là, j'ai tout ce qui peut se passer, la jeunesse, enfin, bon. On arrive au milieu avec la représentation de tout ce qui dirige le monde, enfin les gouvernements, etc. Enfin, c'est simplement une réduction à des oiseaux, parce que je ne montre pas les humains tels qu'ils sont. Après, on passe, il y a aussi des gens de l'Institut avec les chapeaux, il y a les choix, il y a la femme, il y a... Bon, et puis de nouveau, on arrive à la fin, à un autre orifice, il y a le trou de la fin où les gens plongent dedans. Il y a trop de choses là-dedans, je ne peux pas tout dire. Non, mais techniquement, je reviens à la base. Parce que là, vous nous expliquez... Mais qu'appelez-vous techniquement? Mais pour vous, Monsieur Verlaine, on a l'impression que de dessiner, de peindre, c'est facile. Mais tout le monde n'est pas comme vous. C'est horriblement difficile. Ben, oui, heureusement. J'espère aussi que pour vous, ça l'est, parce que pour tous les artistes, ça l'est. Donc, voilà, vous avez 4,50 m de long sur 2 mètres de haut, c'est blanc, c'est vide. Ah oui, non, mais à ce moment-là, vous comprenez, c'est comme un architecte. Pour pouvoir préciser les choses, il faut d'abord que les choses existent, pour les accepter ou les refuser. On ne peut pas, décider quelque chose si ce n'est pas sur un endroit décidé, une idée qui est là et une forme qui est proposée. On se propose une forme. Et c'est à partir de cette forme, qui généralement n'est pas la meilleure, parce qu'il faut toujours rectifier ceci, rectifier cela, ça n'est que ça. C'est-à-dire que l'outil numéro 1, c'est la gomme. Gommer tout ce qui ne va pas. Retirer l'inutile. Chose qui ne s'apprend pas dans les écoles, où on apprend au contraire exactement l'inverse.
Un écrivain ne peut pas travailler sans gomme. Il doit se relire, arriver à la perfection, enfin à la vérité. C'est même pas la perfection, mais c'est la vérité de ce qu'il voulait dire, de ce qu'il veut obtenir, de ce qu'il veut faire comprendre. Donc c'est la gomme. Alors ça, voilà ce qui va continuer d'exister tout au long du travail. Ça va être à tout instant, dans tous les détails, dans tous les coins, de voir ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, qui amène des réflexions à n'en plus finir. C'est pourquoi, moi, ça m'a pris 1 an, moi, pour faire le temps. La femme, dans votre œuvre, dans l'ensemble de votre œuvre, est très présente. Très, exact. Ah oui, parce que la femme, elle représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle représente d'abord tout ce que l'homme n'est pas, et différemment, quoi. Peut-être que la première chose, enfin pour moi, c'est le charme. Et puis, peut-être sa vision du monde qui n'est pas tout à fait la même. Avec par moments plus de discernement que l'homme, elle va dans la finesse des choses, elle est plus subtile. Et donc, en un mot, si on veut, elle est irremplaçable. Alors, Monsieur Verlin, les cadres, est-ce qu'on peut d'ailleurs appeler ça des cadres, parce que ça fait partie de votre œuvre. Donc, ça a beaucoup d'importance. Ça a toujours eu beaucoup d'importance pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? On ne peut pas aller au coin de la rue acheter un cadre de série pour mettre ça sur une chose qui est strictement pas une série, qui est quelque chose d'unique. Ça marche pas. Et personnel. Et personnel. Donc le cadre devient autre chose et ne s'appelle plus le cadre. Là, c'est là ce que je cherchais, comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé l'enclos des miroirs. Pour la peinture, ça m'a paru tellement évident que l'entourage est absolument la continuité de ce qu'il contient. Alors, à partir de là, vous avez toutes les dimensions, vous savez, le 15 paysages, le 3 figures, le machin, etc. Ça n'existe plus. Alors, je dis, pourquoi forcément un carré ou un rectangle? Pourquoi? Mais il n'y a pas que... La forme même est quelque chose de totalement libre. L'idée de cadre disparaît. Donc, on n'a pas des cadres, on a des panneaux. Il est quelquefois beaucoup plus parlant de se servir d'un animal pour s'exprimer. Parce que l'animal, dans son apparence, est beaucoup plus parlant souvent qu'une tête humaine. C'est pas que la tête humaine soit pas parlante, seulement on a trop l'habitude de se regarder les uns les autres, et ça fait moins d'effet que si on fait un personnage, bon, qui est normal comme ça, mais qui a une tête de lion. L'animal, que ce soit les pattes, les griffes, la tête, tout ce qu'on veut, à partir du moment où ça amène quelque chose de plus parlant, de plus expressif, que si on met simplement l'humain, à partir de là, c'est bon. Mais il faut que ça amène quelque chose et que ce soit vraiment
utile. Mais si c'est par manie, la manie de mettre des têtes d'animaux tout le temps, alors là, c'est très mauvais, très mauvais. Il faut toujours que ce qu'on fait soit exceptionnel. Exceptionnel. Il faut toujours garder une possibilité de surprise. Ce qui n'est pas surprenant n'a pas d'intérêt. La vie est une surprise. Quand je travaille toujours à partir du texte que je transforme en image, et il faut que ce ne soit pas littéraire. C'est ça qui est ça fait partie du travail, c'est toutes les subtilités, parce que si c'est littéraire, c'est-à-dire explicatif, c'est pas bon. Il faut que ce soit de l'image sensuelle. Et c'est tout.